Ben voilà, enchanté, hein, Max Forpier, Fiscal Team. Bon, c'est un petit sujet qui nous tient à cœur chez Fiscal Team. C'est ouvert à tout le monde, donc on n'a pas forcément que des clients, hein, Frédéric. Donc voilà, généralement c'est quand même des gens qui dirigent ou qui ont des sociétés. Donc je pense que c'est un sujet assez intéressant. Alors pour la petite histoire, on a eu sur le sujet, on avait fait venir EasyVest, hein, qui ont des plateforme nouvelle fintech un peu sympa pour faire des placements. Et on a eu la dernière fois aussi Alexandre de Goldwasser pour faire des placements obligataires sur les vrais marchés, avec marché secondaire, etc. etc. Et alors, ben maintenant, on trouvait ça intéressant et intelligent aussi que tu viennes nous montrer ton produit, qui est aussi forcément une forme d'obligation, mais un petit peu particulière. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, je le raconte aussi toujours, hein, pour, ceux qui nous voient pour la première fois, c'est que dans tous les cas, d'ailleurs c'est interdit dans notre métier, on n'a strictement rien à voir avec Look and Feel, on n'a aucune commission cachée, des choses comme ça. Donc nous, notre objectif, c'est clairement proposer des chouettes produits, des chouettes alternatives, voilà, pour éventuellement placer vos liquidités. Nous, on est toujours là pour vous conseiller, faire les éventuels calculs fiscaux, de sortie fiscale, etc. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser. À part qu'on s'entend très bien et que j'aime bien vos produits pour les avoir testés personnellement, ça s'arrête là. Voilà, donc nous, on veut rester toujours impartial dans les choix des clients, etc. Et donc, quand il y a des points négatifs sur sur certains produits ou sur certains mécanismes, etc., on sera toujours du côté du client et pas du côté de l'émetteur ou du vendeur de produits. Voilà, je vais te laisser la parole, Frédéric. Frédéric. Super, écoute, merci Max pour cette introduction, merci également pour l'invitation. Eh bien, donc le sujet du jour, je vous propose de vous parler de Look and Feel. Look and Feel est une entreprise belge, leader dans son domaine, que j'ai lancée il y a une dizaine d'années et qui est spécialisée dans le financement et notamment dans le financement pour des produits assurés, donc avec ce qu'on appelle du capital des investissements secured. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, Max, je crois que c'est à toi de passer le slide suivant, sauf erreur. C'est toi qui as les mains sur le slide, hein, tu peux y aller, je pense, hein, non? Voilà. Ah En oui. attendant, ce que je peux faire, hein, je vais lancer. Tu m'entends là? J'y suis. Ah, Oui, pardon, j'y ok. suis. Voilà. Donc, Look and Feel en un coup d'œil. Donc, qui est Look and Feel? Look and Feel, c'est le pionnier, le leader du crowdlending en Belgique. Le crowdlending, c'est une forme de financement que je vais définir plus en détail dans un instant. C'est un métier qui est régulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous faisons est contrôlé par la FSMA. La FSMA est le régulateur financier belge. C'est également le régulateur qui contrôle les banques, par exemple, ou les assureurs actifs en Belgique. Et nous étions agréés au niveau belge et nous sommes depuis l'été dernier agréés au niveau européen désormais. En termes de track record, nous avons structuré près de 300 millions d'euros de financement pour près de 600 entreprises. Et sur ces précisément 285 millions d'euros levés, un peu plus de 170 millions ont d'ores et déjà été remboursés, puisque nous structurons des financements sur des maturités, des durées relativement courtes, ce qui implique que quand un prêt est structuré, dans les 2-3 ans qui suivent, il est remboursé. Donc, on a ce roulement qui se crée. On est une équipe de 30 personnes basée en Belgique, à Bruxelles et également en France. On est actif. Nos investisseurs sont exclusivement belges, tandis que les entreprises que nous finançons sont belges, françaises et également néerlandaises. Donc, on est vraiment actif avec une dimension déjà européenne. Alors, on est qualifié de fintech. Pourquoi fintech? Parce qu'on est amené à gérer des flux très importants, soit des flux en termes de demande de financement, donc pour pouvoir structurer des financements pour 550 emprunteurs, on a dû récolter, analyser 46 000 demandes. Donc en fait, on a un taux d'acceptation
qui est assez bas, qui est de 1,2%. Donc sur 100 demandes de financement, on va en retenir grosso modo une. Autre élément qui peut-être caractérise notre aspect FinTech, côté investisseur cette fois-ci, on gère également les remboursements et tous les flux financiers. Donc pour donner un ordre de grandeur, on gère environ 90 000 paiements par mois, tout cela via nos systèmes. Et enfin, en termes de taux de défaut, puisque qui dit placement dit évidemment défaut, c'est quelque chose que nous devons maîtriser à tout prix, qu'on peut maîtriser évidemment en sélectionnant des bons émetteurs, des bons débiteurs, mais pas que. On peut également contrôler ce taux de défaut via des garanties que l'on va structurer en face des prêts ou des mécanismes d'assurance, j'y reviendrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de défaut sur les montants que nous avons collectés d'environ 1,5%. Très bien. Alors, le crowdlending, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est littéralement le prêt participatif ou le prêt par la foule. Et donc, il s'agit de prêts. C'est important de le préciser parce que pour les financiers d'entre vous, il y a évidemment plusieurs types de placements. On peut investir en capital. C'est plutôt comparable à des investissements, des placements de type action. On peut investir en prêt via des obligations, des prêts à tempérament par exemple. On peut également investir sous d'autres formes. Les deux que je viens de citer étant les principales. Et donc, nous, en l'occurrence, on ne structure que des prêts. Et dans notre industrie, il y a trois types de prêts possibles. Ce qu'on appelle le P2P lending, c'est-à-dire des particuliers, tels que vous, tels que moi, qui prêtent à d'autres particuliers. Et il y a des plateformes qui sont dédiées à ce type de placement, notamment aux États-Unis et en Angleterre, où il y a l'une ou l'autre plateforme qui brasse comme cela des montants très significatifs. Ensuite, il y a le P2B lending. Ce sont toujours des particuliers qui prêtent, mais qui prêtent non plus à d'autres particuliers, mais qui prêtent à des entreprises, à des business. Ça, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons depuis 2012. Et puis, il y a le B2B lending. C'est ce que nous avons lancé il y a 2 ans maintenant. Ce sont des entreprises qui prêtent à d'autres entreprises. Et c'est le sujet du jour. Sachant que donc nous, quel que soit ce type de placement, il y a toujours l'élément commun de ces trois placements, c'est la plateforme. Il y a toujours une plateforme qui sert d'intermédiaire, qui sert de place de marché, où finalement l'offre et la demande peuvent se rencontrer. Les investisseurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers, rencontrent des emprunteurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, par le biais de cette plateforme web. Ok, super. Et c'est vrai que souvent les gens qui connaissent pas bien les termes confondent un crowdlending et crowdfunding. Et donc le funding, c'est vraiment par normalement l'entrée au capital des boîtes. Et ici, c'est pas du tout une entrée au capital, c'est clairement un prêt entre deux parties. Ok, ça va. Ah ben, merci beaucoup. En fait, initialement, le crowdfunding a émergé dans les années 2000 aux États-Unis et c'était vraiment du financement capital sous forme de dons. Au fur et à mesure, cette forme-là a pris de moins en moins d'ampleur. C'est surtout le crowdlending. Si on regarde les masses au niveau mondial, le crowdlending représente plus de 70% des montants collectés, toutes plateformes confondues. Les 30% restants étant donc plutôt du crowdfunding, donc du capital. Ok. Alors, nos offres, comment ça fonctionne? Je vois qu'il y a une mise en page, peut-être un peu, mais c'est pas grave. Donc, comment cela fonctionne? Il y a cette plateforme, en l'occurrence, en ce qui nous concerne Look & Feel, il y en a d'autres, mais Look & Feel est la plateforme qui va mettre en contact. T'as pas un bic Pardon? Non, non. Oui, donc Excuse-moi. Look & Feel est cette plateforme qui va mettre en contact, d'une part, des prêteurs sociétés de management, avec d'autre part, des emprunteurs qui sont des PME. Le rôle de la plateforme ne va pas se cantonner à la sélection d'emprunteurs de qualité. Le rôle de la plateforme est bien plus large que cela. Notre rôle consiste à identifier, récolter des demandes, identifier des bons emprunteurs, des bons candidats emprunteurs, des entreprises belges, françaises, néerlandaises qui souhaitent emprunter
par le biais de notre plateforme. Une fois qu'on a identifié, on va les analyser, les scorer, faire une forme d'audit pour voilà, être avec tout un processus d'analyse qui va nous permettre de sélectionner les meilleurs emprunteurs. À partir du moment où on en est là, le travail n'est pas fini parce qu'il faut structurer le financement. Et structurer un financement, ce n'est pas seulement un montant et un taux et une maturité, c'est également tous des éléments contractuels, tous des éléments liés aux garanties qui vont être octroyées. Et donc, il y a un gros aspect contractualisation qui peut être compliqué et qui va être géré par la plateforme. Et une fois que les prêts, l'emprunteur est d'accord avec les aspects liés à son emprunt, on va lever les fonds par le biais de la plateforme, collecter les fonds, les mettre à disposition de l'emprunteur, et puis ensuite s'ouvre une période qui va durer en moyenne 2 à 3 ans, mais qui peut aller jusqu'à 5 ans dans certains cas, où pendant toute la durée du crédit, c'est la plateforme, Look & Fin en l'occurrence, qui va superviser tous les remboursements, gérer la relation avec l'emprunteur, s'assurer que l'emprunteur rembourse et honore ses obligations. Et ensuite, Look & Fin va, à chaque remboursement, parce que les remboursements se font de manière mensuelle, chaque mois, Look & Fin va prélever l'emprunteur, s'assurer que le montant est bien réceptionné, va prélever les précomptes mobiliers, déclarer les précomptes mobiliers à l'administration fiscale et verser aux prêteurs, ici en l'occurrence aux sociétés de management, les intérêts. Et puis évidemment le capital. De telle manière à ce que la société de management puisse faire fructifier ses liquidités en investissant pas seulement dans une seule PME, mais en ayant réellement une approche portefeuille pour pouvoir diversifier ses placements, ce qui va permettre d'optimiser la rémunération du dirigeant tout en maintenant un impôt des sociétés réduit. Et donc tout ça dans une logique de placement diversifié avec une logique de portefeuille. Mmh. Donc ici, on se place bien, hein, on est du côté de l'investisseur qui a sa société de management, qui a des réserves ou des réserves de liquidité, enfin des réserves légales, hein, où ils ont appliqué les 10%, des choses comme ça. Et il confie, entre guillemets, des prêts à des sociétés et Look & Fin opère, en fait, fait tout le travail un petit peu comme une banque, hein, c'est ça, de analyse financière, et vous faites tout le tri et vous assurez un maximum pour avoir le taux de défaut qui est le plus faible possible. C'est bien ça, hein? Exactement. En fait, la société de management qui souhaite placer ses liquidités par le biais de Look & Fin, elle crée chez nous un compte. Elle nous, en quelques clics, elle nous renseigne son profil d'investisseur et la stratégie d'investissement qu'elle souhaite mettre en place, c'est-à-dire quel montant elle souhaite placer, comment elle souhaite diversifier son portefeuille, parce qu'il y a différents types de placements. Je vais y venir dans un instant. Et puis, une fois qu'elle a fait ça, elle n'a plus rien à faire. Et c'est Look & Fin qui va déployer cette stratégie d'investissement. Évidemment, la société de management peut à tout moment se rétracter ou mettre en pause. Mais sinon, sans contre-ordre de la société de management qui investit, Look & Fin va déployer la stratégie d'investissement, va déployer le portefeuille, ensuite va s'assurer que l'encours du portefeuille soit maintenu, de telle manière à ce que les liquidités permettent toujours d'être fructifiées et de générer un rendement. Et c'est Look & Fin qui ensuite va également s'assurer que tout le portefeuille, gérer le portefeuille de telle manière à ce que les prêts soient bien remboursés en temps et en heure et selon les modalités contractuelles qui auront été prévues. Look & Fin va également gérer les éventuels cas de recouvrement en cas de défaut de paiement, notamment avec des mécanismes d'assurance. On va le voir dans un instant. Frédéric. Alors, on a 3 produits, 3 types de placements, du moins risqué au plus risqué. Donc, littéralement, le produit A, Secured, qui est le moins risqué, qui offre également le rendement moindre, entre guillemets. Ensuite, un produit B, Balanced, et puis un produit C, Dynamique, qui est le plus attractif en termes de taux, mais également celui qui est, entre guillemets, le plus risqué. Alors, c'est quoi le risque? Finalement, il y a évidemment le risque de défaut de l'entreprise à laquelle on prête, mais c'est surtout la qualité de la garantie qui va être octroyée en face du prêt. Donc,
Comme je le disais il y a un instant, lorsque vous prêtez à une entreprise, vous allez bénéficier d'une garantie dont la nature peut varier. La première d'entre elles, si je commence par le produit A, Secured, c'est le produit vraiment par définition Secured, donc le moins risqué. Dans cette famille de produits A, on fait la distinction entre les produits A+ et les produits A. Les produits A+, ce sont des produits dont le capital est 100% assuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si donc l'entreprise qui a emprunté est en défaut de paiement, eh bien, le capital qui a été prêté à cette entreprise va être intégralement, à 100%, indemnisé par une assurance, par une compagnie d'assurance tierce qui s'appelle Atradus et qui est une des compagnies d'assurance leader en Europe sur les assurances crédit. Elle assure également les banques et d'autres financiers traditionnels dans le marché. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'un défaut intervient, ça veut dire quoi un défaut intervient? Ça veut dire que soit l'émetteur introduit une procédure d'insolvabilité, donc une faillite, ou une procédure de réorganisation judiciaire, ce qu'on appelle la PRJ, donc un mécanisme d'insolvabilité. À ce moment-là, le défaut est immédiat. Soit lorsque l'émetteur ne rembourse pas 2 mensualités consécutives ou non, alors à partir de ce moment-là, il y a défaut. Dès qu'il y a défaut, la compagnie d'assurance, dans les 20 jours qui suivent, indemnisera 100% du capital prêté, plus les 2 mensualités éventuelles impayées. Donc ça permet même, d'une certaine manière, de couvrir les intérêts durant la période jusqu'à ce que l'indemnisation ait lieu. Donc ça, c'est les produits A+, c'est évidemment les produits les plus pour lesquels la demande est très très forte chez Look & Feel. L'essentiel de notre production en 2023, entre 40 et 50% des prêts que nous avons intermédiés ont bénéficié de cette nomenclature A+, et de ce mécanisme d'assurance. Ensuite, on a les produits A. Les produits A sont assortis également d'une garantie très forte, qui n'est pas une assurance, mais qui est une garantie hypothécaire en premier rang. C'est quoi une garantie hypothécaire en premier rang? Ça n'est rien d'autre que ce que demandent les banques lorsqu'elles font des financements hypothécaires. C'est-à-dire qu'il y a une hypothèque en premier rang, donc prioritaire, sur l'immeuble, sur un immeuble qui est dans le patrimoine de l'entreprise financée. Et donc, là, il y a des mécanismes d'appréciation de cette hypothèque et notamment d'évaluation. Mais typiquement, on parle dans le jargon financier de loan to value. Donc, c'est un ratio très important. C'est-à-dire que systématiquement, sur ce type de financement, nous faisons expertiser le bâtiment en question par un expert indépendant. Si l'expert nous dit que le bâtiment vaut 1000, eh bien, on va octroyer un financement entre 600 et 700, ou en tout cas de maximum 700. Ça veut dire, et dans ce cas-là, si le prêt est de 700 et que la valeur de l'immeuble expertisé est de 1000, ça veut dire qu'on a un ratio de 70%. Ça veut dire qu'en cas de vente forcée, de saisie et de vente forcée, on peut se permettre une décote de jusqu'à 30%, tout en récupérant toujours le capital qui a été prêté. Donc ça, c'est un autre produit dans la famille A qui est lui A, tandis que le produit assurance est A+. Les taux d'intérêt qui vont sur ces produits-là vont de 5,25 à 6,25% l'an pour le produit A+, le mieux sécurisé, donc par la compagnie d'assurance. Et pour les produits A, donc avec une hypothèque de premier rang, les taux vont varier typiquement de 7 à 8%. Les autres produits, B et C, sont des produits sur lesquels sont assortis soit des garanties hypothécaires de deuxième rang, soit des mécanismes de caution, de codébition ou de gage sur créance. La sûreté, dans le jargon, dans le jargon juridique, on parle de sûreté réelle ou mobilière. Ici, on est plutôt sur des sûretés mobilières, sauf pour le B, qui est une sûreté réelle, une hypothèque, mais de deuxième rang, donc généralement derrière la banque. Ce sont donc des garanties qui sont un peu moins bien valorisables que les garanties A+ et A, et donc le risque est plus élevé et donc le rendement également. Et donc là, on est sur des taux qui vont varier entre 8 et 11% l'an. L'essentiel des prêts que nous structurons par le biais de la plateforme sont des prêts A+ et A. Ça va. Les C,
Tu as terminé hein, sur l'essai aussi? Oui. Parce que je vois ici gage sur. Oui, c'est ça. Donc le B, c'est plus sur les valeurs entre guillemets gage immobilier et le C plus sur des. Ok, ça va. Oui. Ben Le, voilà. Et le, ouais. le B, en fait, le B+, il y a également un gain fiscal à la clé, c'est-à-dire que les produits B+, sont assortis d'un crédit d'impôt, mais je n'en parle pas ici parce que pour souscrire à ce produit B+, et bénéficier du crédit d'impôt, il faut être une personne physique et non une personne morale. Les D'accord. produits B, c'est une hypothèque de deuxième rang, et les produits C+, et C, ce sont des produits des prêts assortis de gages sur créance ou de caution de codébition. C'est moins valorisable qu'une hypothèque sur un immeuble bien. Peut-être que justement, slide suivant, si on rentre un peu plus sur un focus sur le produit A+ assuré. Donc je rappelle, le produit A+, c'est celui qui est assorti de l'assurance octroyée par la compagnie d'assurance Atradius. En fait, cette compagnie d'assurance, parce que dans un produit financier, le rendement, ton sondage était un bon indicateur. Le rendement, il reflète toujours un risque. On peut avoir un rendement plus élevé, mais on aura également alors un risque plus important. Et tout dépend de savoir où est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut avoir le meilleur trade-off, le meilleur arbitrage entre un rendement attractif pour un risque d'une nature qui peut évoluer. Et donc, en fait, ces deux notions de rendement et de risque sont toujours étroitement liées. Donc, aujourd'hui, si je regarde le produit A+ assuré, finalement, si on prend un peu de hauteur, peu importe l'emprunteur qui est financé, peu importe l'entreprise à laquelle on prête, puisque finalement, le risque, c'est celui de la compagnie d'assurance. Ce n'est plus du tout celui de l'emprunteur. Et donc, il faut s'intéresser à un moment sur la qualité du risque de la contrepartie. La contrepartie, ce n'est plus l'emprunteur, la contrepartie, c'est l'assurance Atradius. L'assurance Atradius, je vous disais il y a un instant, c'est un des leaders en Europe sur l'assurance crédit. Il a un scoring comme les banques ont un scoring, il a un scoring Moody's. Et Moody's, qui est cette entreprise de notation, qui note des entreprises, qui note également des pays dans le monde entier. Moody's a une échelle de risque et Atradius est scoré chez Moody's à 1. Alors A1, c'est quoi? Parce que finalement, si je ne parle pas davantage de l'échelle, on aura du mal à positionner A1. A1, c'est la même note que le scoring Moody's d'une banque telle que Belfius en Belgique. C'est un scoring qui est légèrement meilleur, juste l'échelon au-dessus de celui d'une banque comme BNP Paribas Fortis. Donc, autrement dit, c'est une excellente note. Il faut évidemment comparer les choses comparables. Et donc, aujourd'hui, notre produit assuré, Moody's A1, il n'est pas liquide parce que c'est un produit pour lequel, quand vous prêtez, eh bien, vous prêtez sur une période de 1, 2, 3, maximum 5 années. Et donc, on peut regarder dans le marché, à risque comparable, ce qu'offrent d'autres alternatives financières. Eh bien, Belfius ou d'autres banques, je cite Belfius ici puisque c'est le même scoring, offrent des comptes à terme qui vont osciller entre 3,4 et 4% long. Pour le même risque, pour un risque Moody's A1, Belfius offre un produit relativement similaire pour le même risque, puisque c'est finalement Belfius qui est garant sur les comptes à terme qu'ils offrent, et donc c'est la note Moody's A1, la même fameuse note Moody's A1 que celle d'Atradius. Donc pour un même placement, pour un même risque et pour un même niveau de liquidité, peu de choses près, nous offrons 1 à 2% l'an de mieux avec notre produit Atradius. Qui couvre 100% du capital et qui rembourse, intervient dès ces fameuses 2 mensualités impayées. Donc le défaut peut intervenir assez rapidement et donc l'appel à la garantie est alors immédiat. Vous voyez que notre barre, la barre Look and Feel, qui est la barre jaune, est linéaire. En fait, nous avons fait le choix de faire progresser nos taux d'intérêt en fonction de la maturité. Et c'est pour ça que quand je vous disais que ce produit-là rémunérait entre 5,25 et 6,25% l'an,
ça dépend de la maturité. Un prêt à 2 ans va être rémunéré 5,50. Un prêt à 5 ans va être rémunéré 6,25. Là où aujourd'hui la courbe, je ne rentre pas dans le détail, mais la courbe des taux est inversée et c'est assez atypique. C'est en soi pas normal, mais pour l'instant c'est le cas. Et donc aujourd'hui, un rendement à 1 an va être à 4,20 sur le marché, alors que le même risque va être rémunéré à 3,6 sur 5 ans. Donc voilà. Mis à part cette évolution, ce qui est important peut-être de retenir ici, c'est que nous, en fonction de la maturité, plus la maturité sera longue, plus le rendement sera attractif dans une fourchette entre 5,25 et 6,25% l'an. Je précise encore que ces rendements, qu'ils soient chez Look & Feel ou qu'ils soient marché compte à terme, sont toujours des rendements exprimés en termes bruts. Ok. Ça, on y viendra, je pense, dans quelques slides sur Oui. l'éventuelle taxation. Ok, super. Bah, peut-être en passant sur le slide suivant, on pourra peut-être aussi répondre à cette question. Donc, le fameux taux d'intérêt, comment, il sort annuellement, mensuellement, enfin, comment est-ce que Alors, vous ça avez fonctionne? vous avez un exemple ici d'un dossier tel qu'il se présente sur la plateforme, qui est un dossier qu'on a financé récemment, qui est un capital assuré. Donc, vous voyez, le dossier est à la dénomination A+, et c'est un petit dossier qui cherche 100 000 euros. Le taux d'intérêt est de 6% parce qu'il est sur 48 mois. Alors, comment est-ce les modalités de remboursement, comment s'organisent-elles? En fait, il y a 2 types de prêts. Et à nouveau, l'investisseur qui, en fonction de sa stratégie d'investissement, va pouvoir choisir l'un des 2 types ou bien un mix des deux. Et donc, les 2 types sont les suivants. Soit les prêts sont des prêts qu'on qualifie de in fine ou de prêts dits également boulettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va emprunter 1 million d'euros sur 2 ans. Elle va payer les intérêts tous les mois. Donc, pendant 24 mois, elle va payer les intérêts. Et à terme, au bout des 2 ans, en une seule fois, elle remboursera le million contracté 2 ans plus tôt. Ça, c'est les financements in fine. Soit on a une autre formule où en fait, et c'est la formule ici de l'entreprise que vous avez sous les yeux, là, ce sont des prêts amortissables. Donc, dans le cas présent, 48 mois, ça veut dire 48 mensualités. Ça veut dire que les 100 000 euros vont être remboursés avec la même mensualité tous les mois pendant 48 mois. Le prêteur va percevoir la même mensualité de telle manière à ce qu'à la fin des 48 mois, il aura progressivement et au fil de l'eau récupéré l'intégralité de son capital ainsi que l'intégralité des intérêts qui s'élèvent ici à 6% l'an. Donc il y a vraiment ces deux profils, sachant que le prêt amortissable est entre guillemets un petit peu plus liquide puisque tous les mois, moi en tant qu'investisseur, je récupère une partie de mon capital progressivement, alors que sur le prêt boulette ou in fine, là il y a un peu moins de liquidité. Mais ça me permet de faire plus facilement fructifier mes liquidités parce qu'elles sont placées une bonne fois pour toutes dans mon exemple 2 ans. Je touche les intérêts tous les mois et je suis remboursé en une seule fois à l'échéance. D'accord. Mais donc, en fait, dans les 2 cas, on a toujours de l'argent qui tombe mensuellement, soit que les intérêts, soit de capital intérêt. Il n'y a pas d'autre formule quoi, en tant qu'investisseur. C'est toujours un ou l'autre. C'est toujours l'un ou l'autre, sachant que après la vie le portefeuille, il est dynamique, c'est-à-dire qu'on finance des entreprises, mais après il y a la vie des affaires et on ne peut pas toujours tout prévoir. Exemple, si nous finançons un immeuble avec une hypothèque et sur 36 mois et qu'à un moment donné, après 1 an, l'immeuble est vendu, parce que c'était le but de vendre l'immeuble et que les choses vont plus vite que prévu, ça nous arrive assez fréquemment. Mais nous, en tant que créancier hypothécaire, on doit autoriser la vente. Les notaires nous interrogent, on doit donner ce qu'on appelle main levée pour que la vente puisse avoir lieu. Et donc, évidemment, on va donner main levée, on va accepter la vente, mais le notaire, entre les mains du notaire, on va capter le fruit de la vente parce que l'immeuble va être vendu, on n'aura plus la garantie. Donc, on va demander d'être remboursé à cette occasion-là. Et donc, donc là, il y a un événement de liquidité après la première année, alors que normalement, le prêteur souhaitait placer ses liquidités sur 3 ans. Et donc, nous, on va récupérer cet argent, on va
le renvoyer à l'investisseur, mais on va faire en sorte de pouvoir replacer, bien sûr à supposer que l'investisseur le souhaite, replacer ces liquidités rapidement dans d'autres projets à risque équivalent et à rendement équivalent pour lui permettre de faire fructifier ces liquidités et optimiser le rendement sur son portefeuille. Mais donc évidemment, il y a ce portefeuille qui est dynamique et où évidemment nous avons un rôle à jouer en termes de gestion. Et d'ailleurs, on a chez Look & Feel une équipe dédiée à la gestion du portefeuille et qui s'occupe de ça au day-to-day. C'est ça. Donc, on pourrait avoir un événement heureux avec de l'argent qui reviendrait plus vite. On n'est pas obligé de repartir forcément dans des autres investissements. On peut récupérer les liquidités. Et alors, tout à l'heure, dans les premiers slides, je pense que c'est intéressant de poser la question maintenant. Tu parlais de pertes en moyenne de 1,5%. On va sûrement en parler après sur les répartitions si on a envie de mettre 20 30 000 euros, si on peut le répartir sur plusieurs dossiers. Mais ça veut dire que si on n'est pas assuré et qu'on a réellement une perte sèche et que vous avez essayé par tout moyen de récupérer, si c'est juste un gage sur action, des choses comme ça, et puis ça fait 0 de chez 0, ça veut dire qu'on a vraiment, là, à ce moment-là, pour le coup, une perte sèche dans son portefeuille, quoi. Oui, alors à ce moment-là, évidemment, oui, ça reste du capital risqué, surtout pour les dossiers B et C. Ça reste du capital risqué, du capital à risque, entre guillemets. Et donc, dans ce cas-là, il se peut qu'il y ait une perte sèche. Okay. Mais évidemment, la perte sèche, elle va dépendre de beaucoup de choses. Elle va dépendre du moment auquel intervient le défaut, parce que sur un prêt amortissable comme celui que vous avez sous les yeux, si le défaut intervient le 36e mois, ce n'est pas la même chose que s'il intervient après 3 mois, puisqu'il y a déjà une partie du capital qui a été récupérée. Donc, le moment où le défaut intervient est très important. Le travail que nous faisons également en termes de recouvrement est très important, parce que sur un dossier A, par exemple, on a une hypothèque en premier rang, c'est notre métier, on va saisir l'immeuble, on va le vendre en vente forcée, etc. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais on va récupérer. Et là, la question va savoir dans quelle mesure on va pouvoir vendre correctement l'immeuble, sachant qu'on va aussi majorer l'hypothèque parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, on va essayer d'aller récupérer davantage que le montant en capital pour couvrir en intérêt une partie de cette période qui a nécessité, qui a été prise par la période de recouvrement. Donc, voilà. Mais en effet, tu as raison, Max, peut y avoir une perte sèche et d'où l'importance de bien diversifier son portefeuille, d'investir dans différents projets. Et nous, pour nous, un portefeuille est optimisé quand il est déployé de manière harmonisée sur 30 à 40 lignes. Et puis sur chacune des lignes, on va avoir, on peut dire, voilà, le portefeuille va faire 40% de A+, 50% de A et 10% de C pour quand même un peu dynamiser le rendement. Bon, là, si on se prend un défaut, même si on n'arrive à rien recouvrir, mais comme on a 39 autres lignes qui sont bien rémunérées, eh bien, on garde un portefeuille avec un rendement très intéressant. Et donc, c'est vraiment cette logique-là que nous mettons en place. Au cas par Super. cas. Ça va. Peut-être avant de passer au slide suivant, j'ai encore une petite question. Enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation, mais c'est pour quand même montrer la facilité ou les avantages de ce produit-là. Par exemple, par un simple prêt obligataire sur les marchés. Donc, le gros avantage, bon, ça peut être un désavantage parce que, comme tu l'as dit, c'est pas forcément liquide, hein, donc c'est pas des obligations qui sont sur un marché dit secondaire. L'avantage quand c'est pas sur un marché secondaire, c'est que ces obligations fondamentalement, elles ne bougent pas dans le temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui on prête 10 000 euros à du 6%, l'obligation elle est là et elle commence pas à monter, à descendre comme on pourrait avoir sur les marchés normaux, donc dits secondaires, quoi. Donc on est d'accord que c'est figé et il n'y a pas moyen après entre parties de se transférer cette c'est une créance qu'on dit? Alors, oui, écoute, plusieurs questions, plusieurs remarques par rapport à ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que sur le marché obligataire, et c'est vrai que pour les non-initiés, c'est parfois un petit peu, ça peut sembler paradoxal, mais c'est vrai que quand les taux d'intérêt montent, le rendement des obligations peuvent baisser, etc. Parce que sur des obligations qui ont parfois dans les marchés des durées indéterminées,
en fait, la valeur de l'obligation, ce n'est pas d'être remboursée, puisqu'elle a une valeur indéterminée. La valeur de l'obligation, c'est sa valeur papier au moment où je la vends. Et là, en fonction du rendement qu'elle offre, ben, elle peut être décotée et donc le prix peut évoluer. Chez nous, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que, en fait, nos investisseurs, ils attendent l'échéance et à l'échéance, ils sont remboursés. Donc, le rendement facial qui leur est présenté est le rendement effectif qui est perçu. Et ce rendement, il doit largement dépasser l'inflation. Et c'est ça la mission qu'on s'est donnée avec les 6% qu'on offre aujourd'hui sur un risque de qualité. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en termes de liquidité, pour répondre à ta deuxième question, donc concrètement et juridiquement, les investisseurs reçoivent une forme d'obligation qu'on appelle des notes. Donc pour chaque prêt consenti, l'investisseur reçoit dans son portefeuille un contrat qui s'appelle une note. Donc s'il a un portefeuille de 40 prêts, il aura 40 notes différentes. Ces notes sont des contrats nominatifs, donc ils peuvent être cédés. Monsieur Dupont peut, s'il le souhaite, vendre sa note à qui que ce soit. Mais évidemment, aujourd'hui, nous n'organisons pas cette liquidité. Donc, c'est bien beau, en théorie, il peut la vendre, mais encore faut-il qu'il trouve une contrepartie, un acquéreur, et qu'il se mette d'accord avec cet acquéreur sur le prix. Et nous n'intervenons pas dans ces sujets-là aujourd'hui. Maintenant, avec notre nouvel agrément, je vous parlais tout à l'heure en guise d'introduction qu'on est agréé désormais au niveau européen depuis l'été dernier, c'est assez récent. On pourrait organiser cette liquidité et ce n'est pas impossible qu'on l'organise courant 2024. Mais aujourd'hui, nous ne l'organisons pas sur la plateforme. Ok. Super. Bon, ben, on va passer au slide suivant. Hein. Slide suivant, peut-être le slide le plus complexe, mais Max, je te laisserai évidemment commenter là parce que je vais un peu au-delà de mon expertise en tant que telle, puisque ici, c'est également, ça implique également une dimension fiscale. Donc, l'exercice est le suivant. On s'est placé dans les souliers d'un prêteur qui investit par le biais de sa société de management. Alors, pour bien connaître le sujet, l'objectif est évidemment de maximiser, de rapatrier un maximum de liquidités de sa société de management vers moi, personne physique, avec un minimum de frottement fiscal. Et donc, il y a plusieurs moyens de faire cela. Le premier moyen, donc de la gauche vers la droite, le premier moyen, c'est évidemment avec des dividendes qui seront plus intéressants que de la rémunération plutôt des revenus mobiliers plutôt que des revenus professionnels. Donc, on a pris l'exemple, pour partir de là, de quelqu'un qui réalise dans sa société de management un bénéfice imposable de 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, il va subir l'ISOC, l'impôt des sociétés. Bon, ici, on est parti d'un scénario plutôt favorable où je bénéficie en tant que société de management d'un ISOC réduit à 20%. Donc, mon bénéfice imposable de 100 000 va devenir 80 000. Et sur ces 80 000, je vais devoir payer un précompte mobilier sur mes dividendes qui, normalement, est de 30%, donc 24 000. Donc, 100 000 moins mon ISOC devient 80 000, moins mon précompte mobilier devient 56 000. J'ai mes 100 000 dans ma société deviennent 56 000 dans ma poche en tant que personne physique. J'ai donc un ratio de 56%. C'est mieux que les revenus professionnels. Max ne me contredira pas, je pense, en disant qu'il y a moyen de faire même mieux que cela. Il y a plusieurs possibilités. Il n'y en a pas 36, je crains, mais l'une des possibilités, c'est le mécanisme du précompte mobilier réduit, ce qu'on appelle dans le jargon, un terme un peu barbare, VVPR bis. Alors, le VVPR bis, ça veut dire c'est les sociétés de management qui bénéficient d'un précompte mobilier réduit qui n'est donc plus de 30%, mais qui est de 15%. La mécanique est exactement la même, sauf qu'au lieu de payer 30% de précompte mobilier, donc 24 000 euros, je ne vais en payer que la moitié, 12 000. Et donc là, je vais bénéficier d'un rendement de 68%. Les 100 000 euros dans ma société sont devenus 68 000 dans ma poche en tant que personne physique. Certaines sociétés n'ont pas accès à ce VVPR bis. Je ne suis pas expert, mais je crois qu'il y a un certain nombre de
de conditions à respecter, et notamment, il faut que l'entreprise ait été constituée à un moment donné bien précis, il faut attendre un certain nombre d'années, etc. Donc, pour les sociétés qui n'ont pas accès à ce VVPR bis, eh bien, elles peuvent avoir accès au VVPR terre. Alors, le VVPR terre, toujours un terme assez barbare, mais c'est le mécanisme de la réserve de liquidation que peut-être certains d'entre vous connaissent. Si je reprends mon exemple de 100 000 après ISOC réduit de 80 000, eh bien là, je peux, si je veux bénéficier de ce mécanisme-là, payer une cotisation distincte, donc un prélèvement anticipatif de 10%. Donc, calcul complexe, 7 273 € vont être prélevés. Et donc, la différence entre les 80 000 et les 7 273 €, je vais avoir 72 727 000 € que mon expert comptable va placer en réserve de liquidation. Et après 5 ans, je dois attendre 5 ans, cette réserve doit rester là, le cash doit rester là. Et après 5 ans, je pourrais me le distribuer en personne physique, moyennant encore un précompte mobilier réduit au moment où je me les verse après 5 ans, de 3 636 € précisément dans l'exemple. Et donc, je vais recevoir en privé après 5 ans un peu plus de 69 000 €. J'aurais fait un petit peu mieux que le VVPR bis, donc j'aurais 69,1% de ratio versus 68%, mais j'aurais dû attendre 5 ans pour effectivement disposer de ce montant en personne physique. Alors, pourquoi je vous explique cela? Parce que, évidemment, la réserve de liquidation, c'est bien, mais comme je vous le disais il y a un instant, ce cash est là et il ne peut pas, on ne peut rien en faire. Donc, c'est un peu dommage. Et en tant que financier, le cash qui est là, il ne faut surtout pas le laisser dormir. Il faut évidemment le faire fructifier et de la meilleure manière possible. Et c'est là que s'inscrit le produit que nous offrons. Puisqu'en fait, notre logique est de vouloir faire fructifier cette réserve de liquidation. Alors évidemment, le mécanisme fonctionne sans la réserve de liquidation également. Hein. Toute entreprise de management peut investir par le biais de notre plateforme. Mais ici, dans le cadre de la réserve de liquidation, c'est d'autant plus intéressant parce que les liquidités, donc 72 727 €, vont être placées, peuvent être placées à 6% long pendant 5 ans. Ça, c'est l'exemple par défaut que nous prenons, entre 5,25 et 6,25. Mais ici, comme on est sur 5 ans, on a pris le taux le plus élevé et on n'a pas pris 6,25, on a pris 6% parce que, comme je vous disais, avec des remboursements anticipés, etc., le portefeuille peut évoluer. Donc, avoir 6,25 durant toute la période, c'est peut-être un peu trop best case scénario. Donc, si on prend un rendement de 6%, eh bien, en fait, on génère, sans faire plus que cela, près de 22 000 € d'intérêt en plus sur la période des 5 années. Et si sur ces intérêts bruts, eh bien, il va y avoir encore un ISOC, et puis il va encore y avoir donc de 20%. Je reprends l'exemple du précompte mobilier réduit. Il va également y avoir un précompte mobilier sur les intérêts générés. Là, j'ai pris un worst case scénario en disant qu'à ce moment-là, le précompte mobilier serait de 30%. Il pourrait être de 15%. Mais malgré ce worst case scénario, dans ma poche, au lieu d'avoir 69 000 €, j'en ai 80 300. Donc, j'ai majoré de 18% mon ratio privé-société. Donc, les 69,1% sont passés à 81%. Alors, évidemment, on peut faire exactement le même cheminement intellectuel en plaçant ces réserves de liquidation sur un autre produit que celui de Look & Feel, évidemment. Sauf que il y a 2 points d'attention et qui non des moindres. Le premier point d'attention, c'est évidemment le rendement. Si nous offrons du 6%, et là je suis parti du principe que c'était du 6%, on peut faire mieux, mais ici je suis parti du principe qu'on avait un produit, un risque très défensif, et parce que c'est vraiment de l'épargne, et donc c'est 100% placé dans du produit A+. Donc on peut placer ça ailleurs, mais en fait à risque équivalent, le marché va vous offrir du 3%. Donc je vais tout simplement avoir 2 fois moins. Au lieu d'avoir 21 000, je vais avoir 10 500. Donc, voilà, c'est du simple au double. Ça, c'est le premier élément à avoir en tête. Le deuxième élément à avoir en tête, c'est que, et là, c'est évidemment Max et son équipe qui est plus avisé que moi, mais lorsque on place ces réserves de liquidation
dans un produit purement financier, selon des conditions prévues par la loi, très rapidement, on risque de perdre l'ISOC réduit. Et si je place mes 72 000 euros dans un produit de placement qui me fait perdre l'impôt réduit, en fait, si je passe de 20% d'ISOC à 25% parce que je perds mon ISOC réduit, et que je fais le même bénéfice chaque année, en fait, sur les 5 années, je vais perdre 5 fois 5 000 euros. C'est mon coût d'opportunité. Donc, 25 000 euros, je vais faire moins bien que les dividendes à 30%. Donc, il y a un effet collatéral là très important à ne pas sous-estimer. Alors, bien sûr, il y a cet effet-là. Et alors, j'en profite parce que j'ai une autre question et on rebondira sur la suite des explications de ce slide. C'est les frais, au fait, pour l'investisseur. Donc, alors, je sais qu'en tant que placeur, quelqu'un qui veut emprunter, il y a toute une série de frais. Et donc, ma question est la suivante. Là, je vois ici qu'il y a montant placé 72 727. Est-ce qu'il y a des frais pour quelqu'un qui placerait, 72 727 euros, des frais look and feel? Tout à fait, Max, c'est une bonne question. On ne l'a pas repris ici dans le tableau parce que ça va dépendre de la formule choisie par le client. Donc, on a une formule payante et on a une formule gratuite. Si le client veut investir à la ligne et donc gérer son portefeuille lui-même, saisir les opportunités comme elles se présentent sur la plateforme, etc., c'est gratuit. Et c'est le cas de figure qu'on présente ici. Si par contre, l'investisseur veut avoir une solution sur mesure où il n'a plus rien à faire, c'est-à-dire il renseigne à Look & Feel le montant qu'il souhaite investir, sa stratégie d'investissement, et puis il dit je ne fais plus rien, et en fait il n'a vraiment alors pour le coup plus rien à faire, parce que c'est nous et son comptable qui allons travailler, alors à ce moment-là on est sur une formule payante, et la formule payante elle est très simple, c'est des frais d'entrée à 1,5% et des frais de gestion de 0,4% sur l'encours par an. Okay. Et donc, ça fait des frais très similaires à ce que pratiquent des produits de financement traditionnels. C'est entre 20 et 40% moins cher que sur des pricing équivalents sur des produits similaires. Et c'est sur une approche no cure, no pay. Donc, l'argent n'est pas investi, il n'y a pas de fees. Donc, c'est vraiment lorsque l'argent est investi et rapporte effectivement des intérêts que les fees deviennent dus. Ok. Et alors, pour revenir sur l'explication avec réserve liquidation, donc, nous, on a quand même pas mal de clients qui, même s'ils ont droit au VVPR bis 15%, etc., qui jouent quand même avec ce mécanisme. D'ailleurs, il y a 15 jours, j'avais repris 3-4 points importants sur les avantages à jouer ou travailler avec la réserve de liquidation. Hein, ça met à l'abri pour les changements de loi, des choses comme ça. Enfin, il y a quand même pas mal d'avantages à utiliser la réserve, même quand on a droit à ce fameux 15%. Et alors après, souvent, c'est quand on utilise ces réserves, qu'est-ce que je fais avec les placements? Alors les placements, en gros, il n'y en a pas 50 000, soit c'est compte à terme, bien sûr, soit c'est placements, on va dire, classiques, type ETF ou SICAV, des choses comme ça. Ou alors, on a quand même pas mal de clients aussi qui utilisent la SICAV RDT. Pour attendre cette période de 5 ans. Évidemment, tout dépend du profil de l'investisseur. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même souvent dans des cas où l'utilisation des obligations telles qu'elles sont présentées là pourrait être un très bon élément de placement, en fait, en disant, voilà, à chaque fois que je fais des profits, à la fin de l'année, je le place là-dedans. Le gros avantage avec des revenus look and feel, c'est que on a toujours de la liquidité qui tombe, soit par les intérêts sur des prêts à terme fixe, soit intérêts plus capital qui reviennent quasi mensuellement sur les comptes. Et le temps d'attente, parce que quand on joue avec des mécanismes de réserve, c'est vrai que la première année on le fait, deuxième année on le fait, et puis en fait à la 6e année on se retrouve avec des nouvelles réserves qui passent en réserve et des nouvelles réserves constituées. Et donc ça peut être un bon élément pour quand on prend une vue
l'hélicoptère de son portefeuille et de ses placements. Ça démarre de la société. On a une partie qui est relativement sécurisée avec des flux de cash qui reviennent et qui, tous les 5 ans, lorsque on déboucle les bilans, permettent d'amener le patrimoine, les liquidités dans le patrimoine privé pour éventuellement à ce moment-là partir sur des SICAV ou des placements type ETF, etc., qui sont plus risqués, quoi. Exactement. Donc voilà. Et comme la plupart des placements que tu as cités sont généralement comptabilisés en immobilisation financière, en placement de trésorerie, etc., ils peuvent avoir un traitement fiscal différent d'une autre, parce que nous, il s'agit finalement d'une simple créance. Et donc, attention, je rappelle, mais attention lorsqu'on fait des placements de ces réserves de liquidation, de ne pas perdre le taux réduit, parce que ça pourrait être assez dommageable. Parce que voilà, 5% de majoration de taux sur l'intégralité des bénéfices réalisés chaque année, ça peut être. Oui, bien sûr, ça c'est des calculs à faire. Okay. J'arrive au bout, je termine. Donc en fait, j'en ai déjà parlé, mais donc on a vraiment un service premium qui nous permet d'accompagner de A à Z, de telle sorte que l'investisseur n'ait rien à faire. Tu parlais d'autres placements type compte à terme, etc., pour les réserves de liquidation. En fait, nous, on a voulu que le produit soit très accessible. Donc, il est accessible pour le produit premium, le service premium, dès 20 000 euros. Donc, une société de management peut évidemment envisager de panacher sa réserve de liquidation sur différents sous-jacents, Look & Feel étant un sous-jacent parmi d'autres. Et reporting comptable, en fait, tout est automatisé. Et donc, je vais peut-être vous montrer très rapidement. Ici, en fait, c'est en petit, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lisible, mais en fait, tout le travail a été automatisé pour le comptable. Donc, l'investisseur, via son espace sécurisé sur la plateforme, a accès à tous les détails de son portefeuille et il a une vue globale et il peut descendre de plus en plus dans les détails. Et en 2 clics, il a également la vue comptable. Donc, tout est envoyé au comptable automatiquement, de telle manière à ce que les clôtures se fassent automatiquement et qu'à tout moment… Pas automatique, mais rapide. Parce que c'est vrai que c'est quand on a 40 lignes comme ça, où parfois il y a des remboursements que en intérêt, une partie en capital, c'est assez complexe à faire. Et c'est vrai que je l'avais testé et les écritures comptables sont très bien détaillées, résumées et très honnêtement, qu'on ait un petit peu la main experte. Alors, ça prend pas 5 minutes, mais ça prend 10-15 minutes. C'est pas des heures et des heures de travail à devoir tout réconcilier. Donc, ça c'est vraiment très chouette aussi. Tout le travail de réconciliation, en fait, on le fait en amont. Et alors, dernière chose, comme ça, il reste 3 minutes. Vous pouvez scanner les QR codes que vous avez sous les yeux. Donc, soit si vous voulez consulter la page qui est dédiée aux sociétés de management, c'est le premier QR code à scanner. Si vous voulez simplement réaliser une simulation sans engagement, évidemment, sur base de 3 questions, c'est le deuxième QR code. Vous scannez le QR code, vous remplissez 3 questions et derrière, on pourra vous faire une simulation sans engagement. Ou alors, si vous voulez un peu plus loin et simplement, toujours sans engagement, avoir un rendez-vous directement avec l'un de nos conseillers, en scannant le dernier QR code, vous aurez accès à un calendrier. Vous pouvez directement prendre rendez-vous dans l'agenda et la personne sera ravie de vous donner plus d'informations. Voilà, je crois qu'il est 58. Je crois qu'on a tenu le timing tout juste, Max. Ouais, c'est parfait. Pour les réponses, malheureusement, questions-réponses. Ouais, mais c'est nickel. Moi, ce que je propose, je vais parcourir les questions-réponses et on reste peut-être encore 5 minutes pour répondre au principal. Mais voilà, en grand, on a terminé. Donc, merci beaucoup pour votre participation si jamais vous devez partir. Alors, voilà, je vais parcourir 2-3 questions principales. Donc, tac. Ouais, il y avait une petite question sur. Apparemment, vous aurez eu un dossier avec Karima, c'est possible? Oui. Il dit il demande comme ça, voilà, dans cet exemple malheureux, qu'est-ce qui a été mal estimé dans l'évaluation emprunteur ou qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Petite question peut-être un peu intéressante de marché. C'est un dossier malheureux et qui en effet a été pas mal repris dans la presse parce que c'est une très grosse entreprise avec de nombreux emplois qui était basée à Braine-l'Alleud et qui a fait faillite et que nous avions financé. C'est un dossier qui remonte de mémoire à 2018 et c'est un dossier dont je ne peux pas dire davantage parce que
nous, comme d'autres, avons été victimes d'une fraude et il est actuellement, nous avons introduit une plainte pénale et donc il y a une procédure en cours. Ouais, voilà, ok. Ok, ok. Une petite question plus avec donc précompte mobilier. Donc la question c'est est-ce qu'il va être imputé? Donc quand vous déversez les intérêts, on le reçoit brut ou alors vous appliquez un précompte qu'on doit après aller déduire de l'ISOC? C'est peut-être une question Alors, un peu plus technique. donc nous, on traite plusieurs cas de figure de retenue fiscale à la source, évidemment, mais dans le cas présent qui nous intéresse pour les sociétés de management, on ne va pas retenir de précompte mobilier et via le reporting qu'on enverra au comptable, on enverra les informations nécessaires pour que ce soit l'ISOC qui s'applique. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'ISOC qui s'applique. Voilà. En règle générale, quand on a des placements comme ça, ben, par exemple sur les marchés normaux, les intérêts sont une avance, au fait, hein, une avance d'ISOC. C'est-à-dire qu'on met techniquement, on met le montant brut en profit et que ce soit et les 30% viennent comme un versement anticipé d'impôt, quoi, se déduire directement. Alors, il y avait une petite question, est-ce qu'il est plus intéressant de le faire via sa société ou sortir l'argent de sa société et de le faire en privé? Bah là, c'est un peu toute une question de calcul, hein. C'est que si on part directement de la société, ben, forcément, il faut laisser passer l'ISOC dessus, éventuellement le sortir après par des dividendes et des choses comme ça. Après, ça dépend un petit peu comment sont structurés les actifs et les passifs de la société. C'est-à-dire que clairement, si vous avez déjà des comptes courants qui sont créditeurs et que vous pouvez les sortir, ben, c'est toujours mieux de les mettre en privé parce que il y aura juste le précompte de 30% qui sera applicable et vous n'aurez pas l'ISOC qui sera dessus. Mais donc là, j'ai envie de dire, par défaut, oui, c'est toujours mieux de le sortir et de faire les placements en privé si vous savez le faire. Mais si vous ne savez pas le faire, c'est un moyen d'attendre et d'activer vos liquidités pour les sortir. Hein. Tu confirmes bien ce que je dis, hein, Frédéric? Oui, tout à fait. En fait, nous, on a des clients on a pas mal de clients qui investissent, qui ont un compte en privé et un compte en société, par exemple. Donc, ça Ok, dépend aussi de comment est constitué le patrimoine de chacun. ok, ok. Euh, alors là, intéressant aussi, est-ce qu'on peut réinvestir tout de suite les intérêts? Par exemple, si on a du kickback, est-ce qu'on peut aussi avoir une mécanisme qui fait que ça rejette tout de suite dans le pot et que ça reparte dans Oui, d'autres ouais, oui, oui, mais oui, tout à fait. Donc, on a une gestion comme ça, notamment à l'encours. Donc, une fois qu'on a déployé le portefeuille, après, on s'intéresse à l'encours. Donc, là, le portefeuille, c'est le montant que je veux investir. Mais comme il y a des remboursements, une fois que j'ai investi, mettons, 100 000 euros, mhm, si je ne fais plus rien, 6 mois plus tard, je n'aurai plus que 80 000 euros qui travaillera et qui générera des revenus. Donc, ouais, ouais, dès que le portefeuille est constitué, ensuite, on accompagne l'investisseur sur une gestion d'encours. Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on le diminue? Donc, c'est mhm, au cas par cas. Donc, la réponse est oui. Évidemment, les intérêts, donc la gestion ne va pas se faire parfaitement en flux tendu, c'est-à-dire si on va rembourser 125 euros, enfin, si on va payer 125 euros d'intérêt le 15 février, on ne va pas réinvestir 125 euros le 16 février. Il y aura ouais, peut-être une ouais. période de latence, ça va dépendre aussi des opportunités d'investissement qu'on va sélectionner, etc., etc. Mais oui, c'est Ok, quelque chose qu'on va faire pour le client. ok, ok. Et alors, il y avait une question là où on demande, on dit toujours société de management, est-ce que ça fonctionne pour les autres types de sociétés? Oui, hein, bien sûr, donc c'est toutes des Évidemment. SRL. Quand on dit société de management, c'est pour résumer quelqu'un qui travaille, qui a sa propre société tout seul, qui est consultant et des choses comme ça, mais ça s'applique à toutes les sociétés, hein, ça peut être société de médecins, société de kiné, etc., etc. Ça Exactement. pose. Ouais. Et en fait, on a même des sociétés qui ne sont pas du tout unipersonnelles, qui ont une activité, qui emploient parfois des dizaines de collaborateurs, parfois même des entreprises beaucoup plus importantes qui ont un trésorier ou un directeur financier et qui, comme toute entreprise, qui ont du cash et qui ont du coup des questions en termes de placement de trésorerie, surtout dans le contexte actuel où les taux ne remontent finalement pas tellement sur les produits de placement. Et voilà, et on est un placement parmi d'autres aussi pour ces sociétés-là. Ok. Super. Ben, j'ai dernière petite question que je trouvais intéressante. Désolé si j'ai pas su toutes les faire parce qu'il y en a quand même pas mal. Euh, Pourquoi est-ce que les sociétés emprunteuses passent-elles par Look and Fin plutôt que via le système bancaire traditionnel? Ah, Et la très question, bonne. voilà, et sont-elles exclues de possibilités de crédit via les banques? Point d'interrogation. Alors, très bonne question.
en fait, je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais la mission de Look and Feel consiste réellement à financer la rénovation du bâti pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Les besoins sont colossaux, ils se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards d'euros dans les années à venir. Il y a un plan européen qui, à 2050, dit que tous les bâtiments devront être PEB-A et comme la presse le relaie régulièrement, on est très très loin du compte avec beaucoup de passoires énergivores, notamment en Wallonie et également à Bruxelles. Voilà. Donc, et en Flandre, les PEB sont déjà devenus contraignants depuis début 2023. Ça a un impact sur le marché, ça va arriver à Bruxelles et en Wallonie. Et donc, en fait, je n'en ai pas trop parlé, mais les sociétés que nous finançons sont en fait des sociétés actives dans l'immobilier. C'est soit des professionnels de l'immobilier qui contribuent à la rénovation du bâti, et c'est ça que nous finançons, d'où la possibilité de prendre des hypothèques et des choses comme cela. Soit c'est des copropriétés, des associations de copropriétaires. Bon, c'est des sociétés parce qu'elles sont inscrites à la BCE, mais c'est finalement des ASBL. Donc, ce sont des copropriétés qui, en tant que copropriétaires, ont des besoins colossaux pour rénover l'immeuble, l'isoler, changer la chaudière, isoler le toit, changer les châssis, etc. Et nous venons financer ces besoins-là. Et donc, en fait, pour répondre à la question, les copropriétés ont énormément de mal à se financer auprès des banques, non pas parce que ce sont des mauvais risques, que du contraire, ce sont des produits qui sont assurés par Atradius, des prêts assurés par Atradius. En fait, pour les banques, il n'y a pas grand-chose à gagner sur ce type de prêt parce qu'il n'y a pas de cross-sell. Elles n'ont rien d'autre à vendre qu'un simple crédit à une copropriété, donc les banques ne s'y intéressent pas. Et donc, nous sommes une solution pour ces copropriétés. Pour les professionnels de l'immobilier, en fait, on vient remplacer la banque. Ces types d'acteurs ont accès au crédit bancaire, mais les banques, notamment pour des contraintes de solvabilité, etc., ne peuvent pas financer, requièrent des fonds propres très importants. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de 70%, ça veut dire que l'emprunteur doit mettre 30% de fonds propres, mais les banques vont demander au-delà de cela. Et donc, pour ces raisons-là, pour un coût qui est finalement assez comparable à un coût bancaire, les sociétés emprunteuses, on répond à leurs demandes par ce biais-là, en finançant une quote-part peut-être un peu plus importante, pas toute la quote-part, il y a toujours des fonds propres, mais une quote-part un peu plus importante que ce que feraient les banques. Ouais, super. Et alors pour terminer là-dessus, parce que je l'ai déjà vécu personnellement avec vous, il n'y a pas non plus que l'immobilier, au fait, parce qu'il y a eu, moi j'ai déjà eu des problèmes de lenteur avec les banques. Et je me rappelle, ça traînait un petit peu. Bon, c'était un truc spécial. C'était pour de l'immatériel, hein. C'était pour financer un bout de logiciel qu'on avait fabriqué. Et je me rappelle, j'ai envoyé à Look and Feel et dans les 2 jours, on a eu la réponse, en fait. Donc, il y a pas, c'est pas forcément que du refus bancaire. C'est quand on est entrepreneur dans n'importe quel domaine, ben c'est un arc qu'on a en plus à notre, comment on dit, un arc à notre flèche, hein, une flèche à notre arc en plus. On a un ou plusieurs banquiers et il y a aussi Look and Feel qui est là, qui vient en complément dans certains projets. Donc ce n'est pas forcément des gens qui sont en refus de crédit bancaire, à la limite que du contraire, que du contraire. Voilà, ben, Exactement. Max, si tu as ok. encore d'autres Oui. questions et qu'on n'a plus de temps, n'hésite pas éventuellement à me les envoyer par email et évidemment, j'y Oui, répondrai ok, avec ça plaisir. va. Ah ben, ok. Ah ben, merci beaucoup hein, à tout le monde et ben, à la prochaine fois, hein. Bon Merci après-midi à vous et bon tous. appétit à tout le monde. Ouais, au revoir. Merci, au revoir.